Donc, bonjour Akibou. Bonjour. Toujours un plaisir de t'avoir avec moi dans cette discussion. Donc, consultant formateur international, principal consultant formateur à l'international pour Mass Consulting, spécialiste en gestion des marchés publics, c'est ça? Procédure internationale, d'accord. Oui, bon. Bailleur de fonds. Bailleurs de fonds internationaux, d'accord. D'accord. Récemment, on a beaucoup discuté sur DAM, c'est quelque chose qui, chez toi, est resté un fil d'Ariane tout au long de ta carrière, c'est la capacité à passer l'information, à passer le savoir, pas seulement l'information, à passer le savoir. Quelle est ta position sur la nécessité pour un expert de montrer son savoir, pas seulement montrer le savoir, je trouve que c'est un peu gauche comme façon de le dire. Pour toi, qu'est-ce qu'il faut qu'un expert fasse en matière de création de contenu, en matière de position, en matière de présence, que ce soit en ligne, dans les médias, ce genre de choses? Merci de l'intérêt. Et ça pourrait paraître inaudible ce que je vais dire, mais la création de contenu, qu'il soit un contenu multimédia ou autre forme de contenu, est le critère numéro 1. Numéro 1 parce qu'il y a le critère 0. 0, je le positionne en 0 parce que c'est la base. La base, c'est l'approche pédagogique. Quel que soit le contenu que vous allez vouloir créer aujourd'hui, je prends même le cas du contenu le plus redouté, la vidéo. Si vous n'avez pas une approche pédagogique similaire à celle que vous avez lorsque vous êtes en salle de formation, vous n'y arriverez jamais. Donc, il va falloir déjà que vous ayez une approche pédagogique que vous cultivez, qui vous permet de réussir même vos vidéos et d'oser, parce que ça part d'un problème de confiance en soi aussi. Il ne faut pas l'ignorer. Il y a beaucoup qui sont compétents, qui refusent de créer du contenu, mais ils savent qu'ils sont compétents, mais ils n'osent pas, parce qu'ils ont un problème de confiance. Donc, tout ça, je le mets dans l'aspect 0 qu'est la pédagogie, qu'il va falloir que tout créateur de contenu marché public, je peux te dire qu'on n'est pas très nombreux dans la zone de l'Afrique subsaharienne, on n'est pas très nombreux parce que c'est un domaine où quand tu te mets devant, tu peux tout à l'heure buter contre des contradictions. Te retrouver en face des gens qui te contredisent et ça, beaucoup de gens le redoutent. Donc le caractère 0 pour moi, la pédagogie c'est très important et ça se cultive. Il y en a que j'ai connus qui, conscients de leurs problèmes, et conscients aussi de l'enjeu, ont décidé d'aller faire des cours du soir de façon bénévole dans certaines universités. Ils ont décidé d'aller enseigner dans des universités, dans des salles, pour juste avoir certains skills, je vais l'appeler comme ça, qui ont un rapport avec la pédagogie, la manière d'enseigner. Parce que la connaissance, c'est une chose, mais la transmission de la connaissance, c'est une autre chose. Voilà comment je vois la chose. Donc, la pédagogie, pour moi, c'est le 0. Il faut travailler là-dessus. Moi, j'ai eu cette chance, je l'ai dit dans plusieurs vidéos. Et après, quand tu as cette pédagogie, il y a cette confiance-là qui t'amène vraiment facilement à aller créer du contenu. Parce que tu te dis forcément ce que je vais dire, je serai écouté, je sais que je suis bon, je sais que je vais être écouté, je sais que j'ai résolu un problème. Donc, ça part de cette approche pédagogique-là qu'il faut suffisamment cultiver. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre ça et ce qu'on appelle communément la capacité de prise de parole en public, public speaking? Donc, j'entends beaucoup de gens qui vont faire des formations, bien pour qui, voilà, j'ai peur de parler en public. Donc, à partir du moment où j'ai fait une formation ou bien où j'ai été entraîné en public speaking, à partir de là, donc naturellement, ça va se transmettre à ma capacité à créer du contenu. Est-ce que c'est la même chose ou bien il y a une différence? Il y a une petite différence. L'art de parler en public. J'ai aussi été formé dans ce sens-là. L'objectif n'est pas systématiquement le même. Parce que cela peut s'adosser à n'importe quoi. Ça peut être lors d'une réunion familiale, ça peut être lors d'un meeting politique, ça peut être, et c'est en fonction même de votre position encore. Parce que l'art de parler en public vous positionne en tant que leader, systématiquement. C'est la camisole de force au fait avec laquelle ce package-là vient. Alors qu'au niveau de la pédagogie, c'est la connaissance d'abord que vous avez du secteur et l'approche de transmission qui fait qu'il y a une double contrainte. Au niveau de l'art de parler en public, je peux vous assurer que tu peux ne pas connaître grand-chose et être éloquent. Tu peux ne pas connaître grand-chose et convaincre.
ton auditoire. Tout dépend de ta stratégie. Il y a énormément de stratégies qui sont enseignées. Mais si on ramène ça au domaine dont je parle, les marchés, tu n'y arriveras pas. Quelle que soit ton éloquence, si ce que tu dis n'est pas pertinent, n'est pas vrai, n'est pas cohérent, le message ne passera pas. Tu as beau être éloquent et tout le reste, s'il n'y a pas la vraie approche pédagogique. Et la pédagogique est quoi? Je connais, je transmets. Et le meilleur baromètre, quand tu transmets, pour savoir que tu as une bonne approche pédagogique, c'est de regarder ce que devient ce que tu enseignes. C'est là que tu peux voir si tu as une bonne approche pédagogique. La question pourrait revenir, comment on peut savoir qu'on est bon pédagogue? C'est là. Il faut juste regarder ce que tu as enseigné. Qu'est-ce qui devient? Comment tu arrives à les impacter? C'est ça qu'il faut étudier. Donc, il y a un système d'évaluation qu'il faut faire aussi pour voir si tu as été un bon pédagogue. Voilà. Ok, très intéressant. Très, très intéressant. Maintenant, à peu près en parallèle de ça, tu as parlé aussi récemment dans plusieurs prises de position qui parfois m'ont un peu choqué, du fait que dans ton environnement actuel, je vais dire ça comme ça, certains estiment que tu es exceptionnel. Et tu insistais sur le fait que dans certains environnements, à partir du moment où toi-même, tu n'as pas créé quelque chose, tu n'aurais pas forcément le même clout, comme on dit en anglais. Je suis intéressé par la question de... Est-ce que je vais appeler ça la propriété intellectuelle, mais est-ce que tu n'estimes pas que le fait que, même si c'est vrai que tu ne fais que vulgariser ou bien enseigner des choses qui existent déjà, est-ce que tu n'estimes pas que le fait que tu sois capable de le faire, c'est que, comme tu l'as dit, tu prends un savoir qui est déjà présent, que tu as acquis d'une certaine manière, mais tu l'enseignes à d'autres, tu le redonnes à d'autres, mais avec ta propre touche. Ton expérience personnelle, ta capacité à voir les choses, à analyser les situations. À partir de cet instant-là, est-ce que tu n'as pas l'impression que tu crées quelque chose qui est intellectuellement à toi et unique à toi? Effectivement, parce qu'en fait, quand vous regardez les gens qui ont réussi dans ce monde, il y a toujours deux choses qu'ils ont réussi à faire. Deux choses ensemble, ou une des deux choses. Ils ont créé quelque chose de nouveau qui n'existait pas. Ou ils ont optimisé quelque chose qui existait. Ce que vous êtes en train de dire. Et c'est ce qui ramène encore au critère zéro de pédagogie. Connaissance que tu as, théorique, lorsque tu augmentes ton approche pédagogique, tu deviens un créateur en fait. Vous imaginez par exemple, lors d'une formation, il y a une personne qui me demandait comment est-ce qu'on choisit les méthodes de passation des marchés de façon classique. Et c'était une dame. Et en salle, j'ai dû lui prendre son propre exemple lorsqu'elle va acheter de la tomate. Et on a fait juste en quelques minutes l'exercice. On a changé les variables et elle a vu que les méthodes d'acquisition ont changé. En quelques minutes, cette personne s'est juste rendue compte qu'au fait, les méthodes de passation des marchés, qu'elle ne comprenait pas depuis des années, qu'elle redoutait, mais en fait, elle les passait tout le temps, chaque jour. Ça fait partie de son quotidien. C'est ce qu'elle faisait en fait, au quotidien. Un autre consultant ne l'aurait peut-être pas présenté sous cette façon. Donc, il y a l'angle que tu utilises, l'approche que tu utilises, qui doit être basée systématiquement sur ce qu'il y a de familier au niveau de la personne que tu es en train d'enseigner. Tu cherches la connexion. Donc, tu lui dis, tu es de quel domaine? C'est ce qui fait que lors de mes formations, ça embête beaucoup. Je prends 2 heures, généralement, au début de la formation, pour écouter les gens. Je veux savoir tout sur vous, vos connaissances, vos parcours, tout ce que vous aimez. Tout m'intéresse. Il y a des gens, lorsque je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas un fan de voiture, à chaque explication que je dois lui donner basée sur une question, je le ramène au secteur de l'automobile. Et il comprend facilement. Donc, il y a cette approche pédagogique-là qu'il faut cultiver. Et quand tu réussis à le faire à un moment donné, c'est ça qu'on retient, beaucoup même plus que le contenu technique. Et ça facilite la compréhension. Et cette approche, c'est quelque chose que tu ne peux pas définir de façon comme un postulat. Hein. C'est toujours en fonction de ce que tu as en face. Toujours. Donc, dans la pédagogie, il y a la capacité de s'adapter à ce que tu as en face. Tu ne les connaissais pas le vendredi, mais le lundi matin, tu viens de les connaître. Il y a quelques minutes, tu t'adaptes. Lui, il est dans tel secteur. Lui, il a une formation qu'il a eu à faire il y a 5 ans. Ça pourrait te servir dans les réponses que tu vas lui donner, dans les solutions que tu vas lui proposer. L'autre, apparemment, il aime tel secteur.
Ce n'est même pas technique. La femme, elle a tel caractère que tu as remarqué. Il y a une manière d'aborder. Donc, tu prends en fonction. Individuellement, donc le défi ici, c'est de prendre les approches individuelles et en faire une approche globale pour que tout le monde puisse trouver des solutions. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans l'animation. Et ça, je peux vous assurer, c'est passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Et ça, pour moi, c'est un bon exemple de ce que je dis souvent aux entrepreneurs. Vous avez toujours quelque chose de différent et d'original à apporter. Et à partir du moment où, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, c'est pas juste poster des photos de vos produits, poster de jolies photos lors des événements, lors de ceci. Parfois, c'est juste de prendre la solution que vous apportez là et d'y apporter votre touche. Et quand vous faites du contenu autour, comme toi par exemple, qui fait de la différenciation. C'est clair. Il y a cette différenciation-là. Et le contenu fait que cette différenciation-là, vous la stockez en ligne. C'est comme une banque. Il y a toujours quelqu'un qui va venir, va chercher votre nom ou le nom de votre entreprise. S'il tombe sur un site web avec des phrases classiques, mais s'il tombe sur une vidéo, vous êtes en train de marcher dans Dubai Mall, vous êtes en train de présenter une idée bien spécifique à vous, il se dit, OK, je connais maintenant cette personne. Parce que derrière le nom, il y a la personne et la personne me donne de ses idées. Soit j'aime, soit je n'aime pas. Je réagis, mais c'est émotionnel. Ça me parle maintenant. Et c'est maintenant une personne que je connais, c'est quelqu'un chez qui je peux acheter. Parce que les gens n'achètent finalement que les ceux qu'ils ont confiance. Et c'est très important pour moi. Et je crois que c'est l'un des exemples, en tout cas que je connaisse, les plus clairs sur le sujet. Si vous tapez aujourd'hui Akibo Bassabi Moussé, vous pouvez vous asseoir. Allez, je ne sais pas si vous allez passer 6 heures, 7 heures, 8 heures, 12 heures. Et à la fin des 12 heures, vous pouvez dire OK, c'est bon. C'est bon, je vois à peu près le personnage, je vois à peu près les trucs, je vois à quel point il peut être dangereux parfois. Mais c'est très intéressant. Pour moi, c'est très intéressant. Mais maintenant, moi, j'ai une question. C'est vrai que tu es très, très orienté secteur public, je vais dire ça comme ça. Moi qui suis dans le privé, c'est quoi les marchés publics? Les marchés publics, pour toi qui es dans le secteur privé, c'est ce que tu vas décider que ça soit. Oh, wow. OK. Ça peut être un problème pour toi. Ça peut être un handicap, du moins qu'un problème. Ça peut être une solution pour toi. Ça peut être même un tremplin pour toi. Tout dépend de l'angle sur lequel tu le prends. Okay. Et l'angle est ce que tu souhaites développer. Quand on vient dans un domaine, c'est parce qu'on a soit un objectif, soit un problème à résoudre systématiquement. Ça peut ne pas être systématiquement un problème, mais l'objectif peut être beaucoup plus général, de façon stratégique. Mais on ne doit pas perdre quelque chose de vue. C'est que dans les marchés, plus qu'on est dans un domaine assez formalisé, donc il y a un ensemble de codes. Et c'est ce qui trompe beaucoup même de spécialistes en marché public. Ils pensent que comme c'est un domaine très formalisé, extrêmement procédurier, formalisé, tout est déjà dit. Mais c'est le vrai paradoxe des marchés publics. C'est l'un des domaines les plus formalisés qui, au même moment, sont truffés de vides à combler. C'est le paradoxe. Et ce sont ces vides-là que nous, on utilise pour créer du contenu. Mais s'il n'y avait pas de vide, qu'est-ce qu'on dirait, nous? Ce sont ces vides-là que nous, on utilise, que nous, on détecte, que nous, on regarde, que nous, on voit. Ce sont ces vides-là que nous, on utilise pour faire du contenu. Ce sont ces vides-là que nous, on enseigne d'ailleurs comme solution à des gens. Lorsqu'on est dans une salle de formation et qu'on demande à des acteurs, j'ai eu la chance, il y a quelques mois, ça va vous paraître bizarre, d'animer ma première formation pour laquelle j'ai dans la salle 100% de participants du secteur privé. Okay. C'est la première, à date c'est la seule, 100% de personnes qui sont du secteur privé. Et je me suis très vite rendu compte que la thématique qui était annoncée, parce que c'est un cabinet qui m'avait recruté pour leur dispenser cette formation, et ça ramène ce que vous avez dit. Hein. Vous savez sur quelle base? Non. Ce cabinet-là ne me connaissait pas. Ils ont juste écouté quelqu'un que j'ai formé, qui dit si lui vous le prenez, je vous assure, il va trouver les méthodes pour vous faire comprendre ce que vous-même vous ignorez. Non, lui, quand il enseigne, on comprend. Lui, il m'a permis de sortir de l'ombre dans les marchés. J'ai compris certaines bases en marché, puis grâce à lui. Si c'est lui, il va vous aider. Et rassurez-vous, c'est un processus concurrentiel. Sur la base de ces témoignages, les autres ont systématiquement été écartés. Ils ont pris le risque de me sélectionner de façon directe. Okay. J'arrive et je me rends compte qu'en fait,
la thématique qu'ils avaient prévue ne cadrerait pas avec le profil des participants du tout. Ça, très vite, on s'est rendu compte. Et il faut faire de la gymnastique pour refaire le programme de formation en pleine formation. Autrement, tu vas animer quelque chose, les gens ils vont dire, certes, j'ai appris, mais je ne peux pas l'utiliser. C'est la difficulté avec le secteur privé. Parce que l'un des plus gros problèmes du secteur privé en marché public, notamment, c'est un problème qui a à la fois leur avantage et qui est leur plus gros problème au même moment. C'est le fait qu'ils ont la capacité de définir leurs propres règles. C'est ce qui est même de plus dangereux pour eux. C'est cette latitude-là qui est dangereuse, qui crée quand même quelque chose d'assez, je dirais, effrayant. Okay. Parce que le secteur privé aujourd'hui, que ce soit une entreprise, une banque commerciale ou autre, si elle n'est pas en OIG, organisation intergouvernementale, vous allez avoir des règles et procédures qui définissent ce qu'ils appellent généralement les manuels d'achat, manuels de procédure. Mais qu'on le veuille ou non, qui partagent quelque chose avec le secteur public. C'est le même ADN. Et l'ADN qu'ils ont en commun s'appelle les principes des marchés publics. Que tu sois du public, selon un code, une directive internationale, peu importe, ou que tu sois du secteur privé où tu définis tes règles, quelles que soient les règles que tu définis, tu dois les définir selon les bons principes de marché public. Quelles que soient les règles que tu définis. Et c'est là qu'il y a généralement des écailles, des déviances qui viennent du secteur privé où les gens se disent, bon, c'est moi qui vais faire mon achat, mon acquisition sur le secteur privé. Je ne suis pas régi par un code de passation des marchés publics, quel que soit le territoire où je suis. Je ne suis pas régi par une directive internationale. Je n'ai pas de camisole de force. Je définis mes règles. Et très vite, on rentre dans l'abus et dans les entorses vis-à-vis du secteur privé. Parce qu'il ne faut pas oublier, les marchés, c'est quelque chose d'assez synalagmatique. Droit et obligation, les deux parties. Il faut équilibrer cela. Donc, vous risquez de trouver des difficultés, des procédures parfois au niveau du secteur privé, où quand vous les voyez, vous voyez que c'est carrément léonin. C'est-à-dire c'est à l'avantage de l'acheteur privé et ça désavantage les entreprises. Contrairement, et quand vous regardez aujourd'hui, elles sont désavantagées et elles essayent de contourner ce désavantage-là parfois à travers des pratiques interdites en marché public qui reviennent encore compromettre l'acquisition finalement. Donc le secteur privé gagnerait, même si, de toute façon, je pense que c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a dit, non? Si ma mémoire est bonne. Le plus fort n'est jamais assez fort s'il ne transforme pas sa force en droit et son obligation de droit. Oui. Ce n'est pas parce que vous avez la capacité de faire quelque chose que vous allez l'exploiter. Oui. Ça peut vous desservir. Oui. Donc, ils gagneraient à s'aligner sur les bonnes pratiques internationales ou nationales, selon les cas, en marché public, en n'oubliant pas bien sûr de contextualiser si elles sont une organisation unique ou si elles sont en réseau, par exemple, dans plusieurs pays. Oui. Ça peut arriver. Donc, tenir compte de ce contexte-là pour avoir les bonnes attitudes en marché public qui vont mettre le secteur privé en confiance, c'est-à-dire les entrepreneurs et les entreprises qui vont soumissionner. Donc, c'est très important pour le secteur public de savoir sur quel angle on veut aller. C'est ce que je disais au début. Tout dépend de comment est-ce que vous allez décider et sous quel angle vous voulez aborder, comment vous voulez sortir in fine. Ok. Très intéressant. Je crois que si on a l'occasion, peut-être qu'on va revenir sur ce dossier-là. C'est assez vaste. Parce que oui, il y a plein de directions possibles là dans la tête déjà. Oui. En tout cas, Akibou, merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose dont tu voudrais parler? Un dernier mot pour... C'est déjà de demander à tout le monde, et j'ai fait énormément de vidéos dans ce sens, hein, et quelle que soit la disposition formelle qui vous régit en marché public, qui régit vos acquisitions en marché public, n'oubliez pas que vous avez une constitution, tout comme un pays. Et quelle que soit la disposition que vous allez prendre, une loi, un décret, qu'elle soit stratégique, opérationnelle ou tactique, il y a toujours à un moment donné le contrôle de constitutionnalité qui va se faire. C'est la même chose en marché public. Quelles que soient les dispositions que vous allez prendre, cela doit être conforme au principe de passation des marchés publics. Merci beaucoup.